Bonjour à tous, bienvenue dans ce guide pour débutants. Donc, je m'appelle Basile, je suis joueur de poker professionnel depuis plus de 10 ans maintenant. J'accompagne régulièrement des joueurs, que ce soit des débutants, des professionnels, dans leur parcours d'apprentissage au poker, puisque, première leçon, oui, le poker n'est pas seulement un jeu de hasard. Alors, je vais passer, j'aurais pu relancer ici, mais je vais passer pour vous expliquer un petit peu le contenu de cette formation. Donc, le poker n'est pas seulement un jeu de hasard, c'est un jeu de stratégie et grâce à des techniques, grâce à une gestion financière également, les deux ensemble permettent pour certains de dominer les adversaires et dominer suffisamment, puisque le site prend quand même un prélèvement, ou les casinos prennent un prélèvement, ou des organisateurs de tournois vont prendre en général par exemple 2% du pot en cash game, c'est-à-dire où on va mettre directement son argent comme ici. Voilà, jouer une petite table à 2 euros, ou en tournoi par exemple 5% à chaque fois le casino va prendre, ou le site va prendre 5% du droit d'entrée. Donc il va falloir être meilleur que les joueurs, et bien meilleur que les joueurs pour pouvoir réussir à l'emporter. Un petit ordre d'idée, il y a moins de 10% des joueurs qui sont gagnants au poker. Donc je me suis installé sur une table de NL2, donc blinde 1 centime, 2 centimes. Ça va nous permettre de voir la première règle qui est importante au poker, qui est la gestion financière. Sur une partie, vous et moi allons jouer une partie, et il est très probable que vous me battiez en réalité. Même si je suis bien meilleur que vous, que j'ai une expérience, j'ai joué contre les meilleurs mondiaux, etc., il est vraiment fort probable que vous me battiez. La probabilité, alors ça dépend sur quel format on va jouer, mais ça va être de l'ordre de un tiers du temps à 40-45% en fonction du format et du hasard. Je vais continuer à passer pour les besoins de la vidéo. Donc ce qui est important de comprendre vraiment, c'est de comprendre que sur une partie, vous et moi avons quasiment autant de chances de gagner, sauf que moi, bon, j'ai un avantage technique qui fait que j'ai quand même un avantage. Par contre, sur 100 parties, si nous allons jouer tous les deux, il est très probable il est sûr que je vais gagner plus de parties que vous. Et donc en fait, ce qui va nous permettre de comprendre que l'occurrence, créer beaucoup d'occurrences ou plusieurs parties, avoir la possibilité de jouer plusieurs parties, permet aux meilleurs joueurs de s'assurer la victoire. Plus je vais jouer de parties avec vous, plus j'ai de chances que la chance ne soit pas intégrée au résultat. Ce qui fait que en fait, si je joue à chaque fois, par exemple, tout mon argent que j'ai consacré au poker, je parle d'une bankroll, c'est-à-dire un capital poker alloué à cet effet. Si je joue à chaque fois 100% de mon capital, il est sûr qu'à un moment, je perdrai tout mon capital. C'est évident. Donc, en général, ce qui est conseillé, alors il y a plusieurs approches, mais la première approche, ce serait de jouer pas plus de 1% du capital alloué au poker. Par exemple, si vous avez 100 euros, vous ne jouez pas des tournois à plus de 1 euro, par exemple. Donc voilà, c'est facile sur le papier à réaliser, mais quand vous perdez par exemple 5-6 euros et que vous avez envie, parfois la sensation d'avoir envie de vous refaire parce que vous souffrez de cette situation, et donc vous allez jouer plus cher pour essayer de vous en détacher un peu inconsciemment, ça va faire que c'est à ce moment-là qu'on va voir si on est capable de bien gérer ses flux émotionnels aussi au poker, qui sont importants. C'est pas forcément, c'est facile de bien jouer quand on est dans la gagne, mais quand on est dans la perte, c'est plus difficile. Donc toujours avoir ce cadre de pas plus de 1% de sa bankroll, ça c'est la première règle. La seconde règle, on va rentrer dans le vif du sujet. Ici j'ai un as et je vais essayer de relancer. Vous avez donc la petite blinde, la grosse blinde, qui sont les enjeux, ce qui va nous permettre aux joueurs, donner envie aux joueurs de rentrer dans les coups. S'il n'y avait pas la petite blinde et la grosse blinde, personne ne jouerait de coups, à part avec deux as. Donc ici, nous allons relancer à 6 centimes. Je relance à 3 fois la blinde. Si je relançais plus petit, le joueur aurait toute envie de me payer, puisqu'il aurait des bonnes cotes. Il paierait 2 centimes pour gagner un pot qui ferait, par exemple, si j'avais fait une relance minimale à 2 fois, 2 centimes dans 8 centimes. Donc en fait, il aurait besoin de 25%. Et donc toutes les mains auraient cette chance-là de gagner. Ici, je vais pas miser, je vais juste abandonner, j'ai vraiment rien touché. Donc la première règle, rentrons vraiment dans les bases, parce que les pourcentages, c'est peut-être encore un peu tôt pour vous, mais l'idée, c'est de relancer toujours à 2 fois et demi, 3 fois la blinde, pour avoir la chance d'essayer de voler les blindes. La première erreur que font les débutants la plupart du temps, c'est de juste s'installer en payant la blinde et en essayant de vouloir voir des flops et de faire des belles combinaisons. On n'est pas dans ça, nous on est dans un ratio risque-gain, et si on risque 5 centimes pour gagner 3 centimes, c'est intéressant, parce que derrière, on a aussi une chance de gagner le coup. Ici je vais passer. Donc vous avez la petite blinde et la grosse blinde,
qui sont les enjeux. Vous avez le bouton qui est très important. Le bouton, c'est le dernier joueur à chaque fois à parler. C'est plus on est proche du bouton et plus on a un avantage positionnel. C'est nous qui parlerons en dernier et donc nous saurons ce qu'ont fait les adversaires. Donc ça nous donne un avantage. Plus on est proche de ce bouton, plus on va relancer de main. Si vous êtes dans les premiers de parole, donc par exemple ici, moi je suis ce qu'on appelle la position cut-off, c'est juste avant le bouton, je vais relancer un peu plus serré, c'est-à-dire un peu plus tight, un peu moins de mains. Et plus je vais m'approcher du bouton, plus je relancerai des mains. Donc il y a des mains qui sont très fortes au bouton. Par exemple, un as au bouton sera quasiment tout le temps relancé, alors que si vous êtes en premier de parole sur une table de 9 joueurs, par exemple, il y a plein d'as qui sont des mauvaises mains. Ce qui nous permet de comprendre que la valeur d'une main est toujours relative à la situation. C'est pas très important de faire des belles combinaisons, d'avoir des bonnes mains. Ce qui est important, c'est de l'avoir dans une situation donnée. Ici, par exemple, vous voyez que le joueur fait une erreur. Il paye juste la blinde. Donc, vous voyez, à ses limites, il y a des joueurs qui ne savent pas encore très bien jouer. Il nous permet de gratuitement aller voir le flop. Donc, première règle, à chaque fois, si vous voulez rentrer dans des coups, relancez. Ici, on n'a rien touché, on va passer. Donc ça, c'est la première chose. Après, une fois que vous savez ça, donc il faut relancer à 2 fois et demi, 3 fois la blinde. Pourquoi pas plus cher? Parce que si vous relancez par exemple à 10 centimes, ici sur 1-2 centimes, donc 5 fois la blinde, quelque part, votre risque est trop important par rapport à ce qu'il y a à gagner. Et donc les joueurs pourraient attendre d'avoir une bonne main pour vous surrelancer, ou faire tapis, ou vous bluffer même, si vous le faisiez à chaque fois comme ceci. Donc on a calculé que le bon risque ratio, c'est entre 2 et 3 fois la blinde, en fonction des positions, etc. Mais voilà, entre 2 et 3 fois la blinde, ça ira très 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 bien. Après, il y a des cas particuliers. Par exemple, la dernière fois, j'étais en petite blinde, donc je n'ai pas la position. Donc il faut relancer normalement plus cher, mais ça, c'est déjà des concepts plus avancés. Donc une fois que vous savez qu'il faut relancer à 2 fois ou 3 fois la blinde, vous avez compris que le but au poker principal avant le flop, avant les 3 premières cartes, c'était de voler les blindes pour pouvoir remporter de l'argent. On comprend que plus on est proche du bouton, plus on a de chance aussi de voler les blindes. Et c'est pour ça qu'on étiole, qu'on relance plus de mains au bouton. Ensuite, il va falloir savoir ce que c'est une bonne main. Alors pourquoi par exemple 3 et 6 dépareillés, c'est une mauvaise main? Parce que la plupart du temps au poker, le but c'est de faire une paire. Quand on fait une paire, c'est déjà pas mal. On est déjà probablement devant. On n'a qu'une chance sur 3 de faire une paire au flop. Donc quand on fait une paire, c'est pas mal. Et il vaut mieux avoir une grosse paire, c'est-à-dire une paire d'as, paire de roi, paire de dame, paire de valet, plutôt qu'une petite paire. Pourquoi? Parce que si vous avez une paire de rois, vous battez toutes les autres paires. Donc déjà, il y a les cartes hautes sont plus fortes que les cartes basses, tout simplement. Donc avoir 2 cartes hautes, c'est mieux qu'avoir 2 cartes basses. Donc toutes les cartes qui sont au-dessus du 10, si vous avez 2 cartes au-dessus du 10, vous êtes déjà pas mal. Si vous avez valet 10, dame 10, as roi, dame valet, etc., c'est des mains qui sont déjà un peu plus correctes que des petites cartes. Ensuite, la connectivité peut être importante, c'est-à-dire si vous avez 7 et 8, vous avez plus de chances de faire des suites que si vous avez 7 et 4. Donc ces cartes-là, le fait qu'elles soient côte à côte, renforce la force de votre main pour faire des suites. Mais c'est pas non plus prévalent un maximum. Ce qui est vraiment important, c'est de faire des paires, des bonnes paires, et si possible avec un bon kicker, c'est-à-dire la carte qui accompagne l'autre carte. Par exemple, si vous avez as et roi sur un flop roi 2, 3, vous avez la meilleure paire, donc c'est déjà génial, vous battez les joueurs qui sont rentrés avec un 3, un 2 ou des paires intermédiaires, mais aussi vous avez un kicker, c'est-à-dire la carte qui va accompagner, et ce qui va permettre de gagner des gros coups. Imaginons que l'autre adversaire a roi 10, là vous avez tous les deux un roi, mais sauf que votre kicker prévaut, et donc vous allez être devant. Donc ce qui est vraiment important de comprendre, c'est qu'aussi le kicker qui va accompagner la carte avec laquelle vous êtes est très important. Bon, pour l'instant on ne reçoit pas des très belles cartes, tant mieux, ça me permet d'élaborer quelques concepts de base. Ici c'est intéressant, je fais le valet, donc j'ai la meilleure des paires, mais il y a peu de chances que si je mise, je sois payé par une meilleure main. On est 4 joueurs dans le coup, donc il y a beaucoup de chances que quelqu'un ait touché du jeu fort, donc je vais commencer par faire parole et laisser la parole aux adversaires, voir un peu ce qu'ils font, puisque ça va me permettre de parler d'un concept intéressant au poker. On mise pour 3 raisons. Alors, et ici, comme je suis sur un coup à 4 joueurs et que le joueur fait pot, très peu de chances qu'il me bluffe. Donc en fait, là ici, je vais juste passer, ce qui peut paraître serré pour certains, mais en réalité, quand on est donc 4 joueurs et qu'il y a peu de chances que le joueur me bluffe ici, il y a encore 2 joueurs à parler. Je pense que je suis battu en fait avec ma top paire. Donc il vaut mieux que je passe. Donc il y a 3 raisons pour lesquelles on peut miser au poker.
La première raison, c'est on a une meilleure main que l'adversaire, on pense qu'on a la meilleure main, c'est-à-dire on mise pour la valeur de notre main, on espère être payé par une main moins bonne, on valorise notre main. La seconde, c'est le bluff. Donc si on est en train de bluffer, par exemple, j'ai rien dans les mains et je veux faire coucher mon adversaire, ici par exemple, je vais faire une mise de valorisation. Je pense être devant, j'ai un kicker qui est pas trop mauvais, lui il a pas montré beaucoup de force, il paye quasiment tous les coups. Je suis payé 2 fois, le 8 arrive, très probable qu'un des joueurs ait un 8, puisque j'ai un valet. On va faire parole, il y avait quand même beaucoup de tirages, donc on va voir comment les joueurs vont jouer. Il a fait parole, ok. Il mise petit ici. Je le vois aussi peut-être sur un valet, il y a des tirages, je vais payer une fois à voir. On va pouvoir peut-être partager le coup de temps en temps. Si un 4, un 8, un As, un Roi vient. Bon, les cœurs sont pas une bonne nouvelle, là j'ai quasiment tout le temps perdu. Lui, il y aura souvent les cœurs ici, dans ce coup. Puisque je vois pas avec, ouais, il a les cœurs quasiment tout le temps ici. Je vois pas trop ses bluffs. Ses bluffs, ce serait 10 et 9, mais j'ai un 9 dans la main, il y a peu de chance. Un peu moins de chance, disons. Je vais passer, je pense qu'il a les cœurs. C'est ce qui fait du sens avec sa ligne. Donc, 3 raisons de miser. On a vu valoriser son jeu comme on a essayé de le faire. Bluffer, donc si on pense qu'on est derrière, on veut essayer de faire un bluff. Par exemple, à la dernière carte, le joueur qui a misé, peut-être qu'il n'avait rien, et ben, il a décidé de bluffer, bien joué à lui. Et la troisième, c'est de protéger son jeu. Quelque part, c'est ce qu'on a fait un petit peu au flop, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de tirages, et ça nous permet en fait de protéger notre équité, notre chance de gagner le coup. Et donc par exemple, si on avait, peut-être dans ce coup, on avait 70% de chance de gagner le coup, si on arrive à faire jeter un adversaire qui avait 20-30% de chance de gagner le coup, quelque part on gagne de l'argent, puisqu'on lui empêche 30% du temps de gagner le pot. Et donc c'est super intéressant. Donc voilà, ces 3 raisons, elles sont importantes parce qu'il y a des joueurs parfois qui relancent pour d'autres raisons. Donc vérifiez à chaque fois que quand vous misez, vous êtes en train de valoriser, de bluffer ou de protéger votre main. Il y a des joueurs qui disent, qui se renseignent, donc une mise pour information, et disent voilà, je relance, je m'informe du joueur. Mais en fait, on s'informe jamais au poker puisque de toute manière, le joueur peut vous bluffer. Et quand on s'informe, quelque part, on ne joue pas ses cartes. Mais bon, ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Donc voilà, on a les concepts de base. Maintenant, on va pouvoir déterminer un peu les jeux forts, les bonnes mains dans lesquelles investir des jetons. Ici, encore une fois, j'ai fait la top pair, donc j'ai fait la meilleure des paires, mais encore une fois, plus on est de joueurs dans le coup, plus les mains, il vaut mieux avoir des très très gros jeux. Donc vous voyez, je suis quand même assez sélectif dans la sélection. Là, j'ai une top pair, mais si je mise, je suis pas vraiment en valorisation, puisqu'on est contre 5 joueurs, il est très probable que je sois payé, les joueurs passent s'ils ont un meilleur jeu. Et ici, encore une fois, j'ai pas un très bon kicker, on est dans un pot à 5 joueurs. Je pense que je suis devant ce joueur, mais ce joueur-là, il mise quand même contre 3 joueurs. Et je vais encore passer ma top pair. Alors évidemment, si on était 2 ou 3, ça aurait rien eu à voir. Mais ici, en fait, faut pas s'accrocher avec un clicker aussi faible. Alors évidemment, vous allez me dire, mais j'ai top pair, etc. Oui, mais avec quoi le joueur va miser contre 5? Bon, visiblement, j'étais quand même devant. Mais ça va me permettre aussi de prendre des informations un petit peu sur les joueurs. C'est pas parce que là, imaginons que j'étais devant, qu'il faut forcément se dire que j'aurais dû payer. Ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Ah oui, d'accord, c'est quand même des... Ok, donc là, ça me permet aussi d'avoir des informations. On a 2 joueurs qui ne savent pas du tout jouer. Donc ça va me permettre de je vais vouloir rentrer dans plus de coups avec eux. C'est aussi important de collecter des informations au départ. Et donc ce que je disais, c'est important de ne pas se dire a posteriori, oh là là, j'aurais dû payer parce que j'aurais touché du jeu, etc. Sachant qu'en plus l'algorithme du site change en fonction de vos actions. Déjà, il ne faut pas se dire ça. Et puis en plus, ça n'a pas de sens dans la démarche d'apprentissage. Donc on essaye à chaque fois de jouer le bon coup avec ce qu'on sait. C'est toujours des informations qui sont incomplètes. Et là, j'aurais pu décider d'essayer de bluffer, puisque personne n'avait relancé avant le flop. Il y a peu de chances que les joueurs aient un as. Hop, je gagne quand même le coup avec hauteur valet. Donc vous voyez, ce joueur déjà, il est beaucoup trop passif et il paye tous les coups. Donc ça, c'est vraiment pas terrible. Hop. Donc ici, je relance 2 fois et demi la blinde. Je suis payé par ce joueur, on sait qu'il paye un peu avec tout et n'importe quoi. Je vais réaliser ce qu'on appelle le c-bet. Donc je vais essayer de protéger ma main. Je vais miser un tiers du pot.
On sait que la probabilité que ce joueur-là ait touché du jeu, elle est assez faible. Elle est de une chance sur 3 qu'il ait fait une paire. Et en plus, il y a une paire que je bats, c'est-à-dire le 4. Donc si je mise 4 centimes, 2 fois sur 3, un peu moins vu qu'il y a des tirages, mais disons assez souvent, ce joueur-là va passer et donc je vais pouvoir remporter le coup et protéger ma paire de 8. Ici, je vais faire parole, j'ai plus d'intérêt de miser, puisque j'ai plus de protection, parce que maintenant, s'il a un 9, s'il a un 4 ou un 9, enfin, s'il a un 9, il va pas passer de toute façon. Le 10, c'est pas une très bonne nouvelle. Il mise 5 centimes. Alors, comme on a vu ce joueur surestimer une paire, je vais être obligé de payer. Au vu du prix, j'ai ce qu'on appelle des bonnes cotes, même si je pense que je vais pas gagner souvent. J'ai 5 centimes à mettre dans un pot qui va faire quasiment 30 centimes. Donc j'ai un peu moins de 20% de chance. Il faut que je gagne le coup à peu près une fois sur 6 pour que ce soit bon, pour que ce soit rentable. Je pense que je vais gagner plus qu'une fois sur 6 puisqu'il est capable de miser un 4 dans ce genre de situation. Ou un 5 ici, où il a payé au flop avec rien du tout. Ça, c'est aussi une information importante. Donc vous voyez que le joueur là ne sait complètement pas jouer puisqu'il joue des cartes déjà 2 et 5 de pique qu'il ne devrait pas jouer. Bon, puis il joue avec un petit tapis, ce qui est pas très intéressant à ses limites puisqu'il y a un prélèvement du site qui est trop important, mais bon bref, passons. Donc ici j'ai juste joué donc, ma stratégie de base, j'ai joué une bonne main avant le flop. Au flop, je décide de faire ce qu'on appelle un continuation bet. On le verra dans plusieurs vidéos, mais le continuation bet se fie à la stat suivante, hein, qui est que le joueur a une chance sur 3 de faire une paire. Donc 2 fois sur 3, eh ben, il n'a rien. Alors parfois il aura un tirage, peut-être 5-10% du temps il aura un tirage ou 2 grosses cartes ou une hauteur qui voudra continuer, mais globalement 2 tiers du temps on va dire il va coucher son jeu, hein. Donc c'est quand même hyper intéressant de réaliser ce qu'on appelle le continuation bet, de continuer quand on avait l'agression avant le flop, puisque nous ne jouons que en relançant. On voit que ce joueur encore fait une erreur et nous laisse réaliser notre équité, c'est-à-dire rentrer dans le coup pour aller voir le flop, et donc en fait il nous vole pas l'équité, il ne protège pas sa main quelque part. Donc ici nous avons rien du tout, on va faire parole. Donc beaucoup de contenu, hein, que je vous donne, n'hésitez pas à revoir encore la vidéo pour bien comprendre, tout assimiler. Donc voilà, le continuation bet il est important. Ici on a 2 as, ça va me permettre peut-être de voir d'autres concepts. Donc je vois des joueurs aussi qui relancent des mises différentes en fonction de leur jeu. Non, ne donnez pas d'informations sur votre jeu en fonction de vos mains. Je vais toujours relancer le même montant en fonction de ma main, en tout cas avant le flop. J'ai une paire d'as, vous m'avez vu relancer à 6 centimes la dernière fois avec un autre jeu, avec un as juste. Bah là avec 2 as je vais faire exactement la même mise. Le joueur ne peut pas se rendre compte que j'ai du jeu. Comme ceci. Ici c'est un flop où il aura sûrement touché quelque chose, donc je vais miser d'entrée cher, j'ai envie de protéger mon jeu. J'ai 2 as, on a vu que c'était un joueur qui payait énormément les mises, etc., qui jouait beaucoup de coups, donc je vais attaquer. On va continuer d'attaquer ici. Hop. Le 5 ne devrait pas changer grand chose, il y a peu de chances qu'il ait joué avant le flop, donc vous voyez je remets en situation le coup. Il y a peu de chances qu'il ait avant le flop joué avec 10 et 5 ou dame 5 ou roi 5. Donc c'est une carte qui était plutôt bonne pour moi. Le 9 vient de compléter la quinte, donc là maintenant je suis battu par énormément de jeux. Je vais essayer de faire parole et espérer qu'il check s'il a roi 8, roi 7. Maintenant dame 9 vient de toucher, et puis là il y a quand même beaucoup de tirages avec valet 10, dame valet, etc. Donc je vais devoir passer mon jeu malheureusement. Je pense pas que le joueur soit capable de tourner des mains en bluff. Ouais, on va passer. Bon, pas de chance. Pas de chance sur cette river. Hop. Alors 10 et 3 de carreau, ça va être une main qui est trop faible au bouton. Donc ça on le verra sur la prochaine vidéo, quelle main relancer avant le flop, etc. Ça sera pour la prochaine sélection de vidéos. Enfin, prochaine vidéo. Donc où en était-on? Oui, sur le continuation bet. Donc on a un joueur qui a qu'une chance sur 3 de toucher le flop. Donc si on mise par exemple la moitié du pot, on risque 1, imaginons qu'on mise 1 pour gagner un pot qui fait 2. Donc ça n'a pas besoin de marcher tout le temps. Et il suffira que le joueur jette à chaque fois qu'il a raté le flop,
pour que vous puissiez gagner de l'argent sur le long terme. Donc c'est important de bien comprendre cela. Donc une mise de continuation, elle peut se faire entre un tiers et la moitié du pot. Vous pouvez commencer par des mises de continuation à un tiers du pot. Donc l'idée, encore le schéma de jeu classique, relance avant le flop, un joueur vous paye, on est en tête à tête, hein, je ne vous parle pas des pots avec plusieurs joueurs, plus il y a de joueurs, moins on va bluffer. Et donc face à un coup en tête à tête, donc je relance payé par exemple par la grosse blinde, je peux réaliser un continuation bet sur la plupart des flops à un tiers du pot et gagner de l'argent sur le long terme, puisqu'il suffit que le joueur passe de temps en temps pour que ça devienne rentable, et il va passer beaucoup plus que de temps en temps, puisqu'il passera à peu près, alors ça va dépendre, hein, mais en tout cas chez les joueurs débutants, s'ils n'ont pas touché le flop, ils vont abandonner. On verra aussi les codes du pot, je pense que c'est quelque chose qui est important, qui est un concept à assimiler au fur et à mesure. Ici, 10 et 9 dépareillés, c'est pas une main exceptionnelle, mais comme je suis au bouton, ça peut être intéressant de la relancer. Si j'avais été ici ou encore plus loin, ça aurait été une main qui est pas forcément intéressante, mais là au bouton, je vais pouvoir essayer de voler les blindes. Hop, j'empoche 3 centimes. 8 et 3, c'est pas un bon jeu. Donc qu'est-ce que c'est les bons jeux? Donc on avait vu la hauteur de la carte est importante, le fait que ce soit coloré. Donc on a tous les Broadway, c'est-à-dire les cartes au-dessus du 10. Donc si on a Dame 10, Valet 10, Dame 10, As-Roi, etc. Tout ça c'est des bonnes cartes. Si on a une grosse carte et une petite carte, en général c'est pas terrible. Je sais pas, si on a Roi 4 dépareillé, c'est pas une bonne main. As 4 par exemple, bah, c'est une main qui est correcte au bouton, mais sinon si on est un peu loin du bouton, ça devient des jeux qui sont faibles. Et surtout, ce qui est important de comprendre, c'est à partir du moment où il y a un joueur qui relance, nous on doit sélectionner beaucoup plus attentivement notre jeu, parce qu'un joueur qui relance, c'est quelque part un joueur qui a au minimum un petit quelque chose. Donc si vous voyez un joueur relancer, bah, on sélectionne plus de la même manière notre main. Par exemple, là si j'avais eu Roi 4, c'est une main peut-être que de temps en temps, Roi 4 de la même couleur, je vais relancer au bouton. En grosse blinde, bon, je vais payer aussi, mais c'est peut-être pas le bon exemple. Mais si j'avais été dans d'autres positions, il y a par exemple, si je suis au bouton avec Roi 4 de pique et que personne n'a relancé, bah, c'est une très bonne main pour relancer au bouton. Par contre, si un joueur a déjà relancé comme ici et que j'arrive au bouton, bah, un Roi 4 de pique, ça devient très mauvais. Donc c'est vraiment important de comprendre qu'une main dépend de la situation dans laquelle on est, et il ne faut pas s'attacher à la valeur de sa main. La valeur absolue de sa main n'a aucun intérêt. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on comparera toujours sa main à celle de l'adversaire. Il y a beaucoup de joueurs débutants qui vont essayer de faire des belles combinaisons. Oh, j'ai une couleur, j'ai un full, voilà. Et en fait, ils sont vachement centrés sur leurs cartes, sur ce qu'ils ont. J'ai un bon jeu, j'ai un mauvais jeu. Ils en oublient complètement l'extérieur. Et un joueur professionnel ou un joueur de qualité ne va pas trop regarder ses cartes. En premier lieu, il va essayer de voir la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle histoire ont raconté les joueurs? Quel est le profil de mon adversaire? Ils vont identifier des patterns, des lignes, des schémas. Ici, je vais faire une surrelance. Pareil que la relance pré-flop, c'est-à-dire que la surrelance, elle se fait à 3 fois en position. Quand on a la position, elle se fait à 3 fois. Hop, j'empoche directement le coup. J'aurais pu juste payer aussi, c'était très bien. Donc ce qui est important vraiment, c'est de comprendre qu'il faut vraiment décentrer son attention. Il ne faut pas rester sur son jeu à soi. Il faut vraiment essayer de voir ce qui se passe à la table, d'essayer de remarquer des profils adverses. Est-ce que les joueurs sont passifs, agressifs? Et après, en deuxième lieu, on regardera sa main et on identifiera si notre main, par rapport à la situation donnée, elle est bonne ou pas. Encore une fois, je le répète, mais c'est hyper important. Il y a des fois où des jeux très forts deviennent des jeux faibles parce qu'on joue contre un joueur hyper sérieux qui joue aucune main. Ok, on a top pair, on a la meilleure des paires, mais quand un joueur comme ça nous relance, on sait qu'on est derrière. Alors qu'il y a des fois, par exemple, j'ai payé des coups avec hauteur as, donc c'est rien, normalement, c'est pas une combinaison de jeu fort, mais par rapport à la situation, il y avait quelque chose qui ne sonnait pas juste, je croyais pas mon adversaire, et j'ai payé, et j'étais devant, par exemple. Donc ça, c'est important. Roi 6 de la même couleur, vous voyez, peut-être en étant débutant, on a envie de relancer. Alors, c'est quasiment relançable au cut-off, mais là, au hijack, donc c'est la position avant le cut-off, je pense que c'est trop faible pour relancer. Donc on va passer, c'est une main, par exemple, si j'étais au bouton, que j'aurais relancé. Un roi de la même couleur, vous pouvez le relancer. Mais je vous donnerai les ranges pour ouvrir, ne vous inquiétez pas.
Valet 7 dépareillé, encore une fois, sur une relance, ce sera une main qui est trop faible pour passer. Donc vous voyez un peu le schéma maintenant, quand on est à une table à peu près correcte, on a un joueur qui relance, qui essaye de voler les blindes qui vont parfois se défendre, et on va aller voir un flop où le joueur qui a relancé va faire ce qu'on appelle le continuation bet. Pourquoi lui a le droit de faire ce continuation bet? Pourquoi c'est lui qui reprend l'initiative? Quelque part, nous avons juste payé avant le flop. Si on avait eu une paire d'as, une paire de roi, une paire de dames, une paire de valets, un jeu très fort ou as-roi, on aurait fait une sur-relance avant le flop. On aurait montré de l'agression. Et donc comme nous payons juste, nous montrons quelque part un petit peu de faiblesse. Je m'explique. Le joueur qui a relancé, lui, il peut avoir cette paire d'as, cette paire de roi, cette paire de dames. Mais nous, on a déjà commencé à donner quelques informations, puisque si on avait eu du très très lourd, du très gros jeu, on aurait quelque part lâché quelques infos et sur-relancé. Là, c'est pas le cas. Donc, quelque part, dans la balance, c'est-à-dire on appelle ça des ranges, dans notre range, notre panel de mains possible. Dans notre panel de mains possible, on ne peut plus avoir de grosses cartes, de as, de roi, de dame. On aurait donné cette information à la table. Bah, écoute, le joueur relance à 6 centimes, j'ai 2 as, je ne vais pas juste payer. J'ai envie de faire construire le pot et de valoriser. On avait vu qu'il y avait 3 possibilités pour gagner le coup, valoriser et protéger aussi ma paire d'as. Ici, je vais relancer. Donc, je prends en compte le fait qu'il y a un joueur qui est payé. Normalement, je fais 3 fois. Je vais juste ajouter à cette relance de 3 fois, que je fais quasiment systématiquement, le fait qu'il est juste payé. Donc, j'ai juste à rajouter 2 centimes d'en plus. Voilà. Donc, j'essaye de jouer ce coup en tête à tête face à cet adversaire qui, lui, est quelque part à montrer de la faiblesse. En vous parlant, j'ai vu, c'est un joueur qui paye pas mal avant le flop. Donc, je pense qu'avec ma paire de 8, elle est devant. Là, c'est intéressant. Donc, As 10 5. J'ai 2 choix. Je pourrais réaliser une mise de continuation. Ou je pourrais tout simplement faire parole. J'aurais probablement fait parole et essayer d'amener ma paire de 8 à l'abattage, c'est-à-dire essayer de montrer cette carte sans miser jusqu'à la rivière. Mais là, on a un joueur qui mise. C'est pas forcément quelque chose de bien joué, puisque normalement, je suis le seul joueur à pouvoir avoir As-Roi ou As-Dame, donc c'est pas lui normalement qui a l'avantage sur ce coup. En tout cas, sa range, son panel de main, normalement ne peut pas trop faire ça. Donc normalement, là, il fait une erreur à faire ça, quel que soit son jeu. C'est plutôt mal joué, mais bon, on le verra par la suite. 2 et 7, la pire main du poker, qu'on ne joue jamais, ou quasiment jamais. Donc voilà, vraiment ce qui est important, c'est de comprendre qu'au poker, on est toujours face à une situation donnée, et je vous parlais donc notamment de cette paire d'as. Si un joueur relance, j'ai une paire d'as, je suis obligé de sur-relancer. Donc quelque part, à chaque fois, c'est comme un Sherlock Holmes. Il faut être un Sherlock Holmes du poker. Chaque joueur va à un moment dévoiler un peu son jeu. Il va être obligé un petit peu de dévoiler son jeu. Ce joueur-là, il a relancé avant le flop. Ok, donc il peut avoir ce type de main-là. Et ça va être un peu la technique de l'entonnoir, c'est-à-dire, à chaque action qu'un joueur fait, vous allez pouvoir réduire son range, c'est-à-dire tout son panel de mains. Au début, il a 100% de mains possibles, et puis au fur et à mesure des actions, il a relancé dans cette position, il a plus que 30% de chance 30% de mains possibles, et puis il a fait ci, il a fait ça, et puis en fait on va réduire au fur et à mesure, on va enquêter quelque part sur les mains que le joueur peut avoir, pour réduire, et trouver à la fin peut-être quelques mains juste possibles dans son range, son panel de mains. Donc par exemple, un joueur très sérieux me fait une sur-relance avant un flop, je pense qu'il le fait qu'avec paire d'as, paire de roi, paire de dame, paire de valet, paire de 10 et as-roi. Déjà, j'ai réduit à 6-7% son panel de main. Et le flop est venu as 8 2 et le joueur a fait parole, alors que c'est un joueur qui, quand il a du bon jeu, fait mise. Je sais qu'il n'a pas as-roi, je sais qu'il n'a pas as-dame, as-roi, on n'avait pas dit as-dame, je sais qu'il n'a pas une paire d'as, peut-être que maintenant je suis quasiment sûr qu'il a 2 rois, 2 dames, 2 valets. Et au fur et à mesure des actions des adversaires, je vais pouvoir engranger des informations qui vont me permettre de décrypter leurs mains, en fonction aussi de leur profil et de mon profil et de l'adaptation qu'il va y avoir de ces profils-là. Donc voilà, bien comprendre ça, qu'on lâche quelques infos à chaque fois que nous jouons un coup, et c'est à nous d'identifier ce que les adversaires lâchent comme info, mais aussi nous de décrypter ce que nous lâchons comme info. Et ça va peut-être un peu vite, mais d'essayer de capter ce que nous on représente aussi en ayant fait des schémas d'action. Ça, c'est important de comprendre ça.
que voilà, ce qui est important, c'est ce qu'on peut représenter dans la main et l'histoire que nous aussi on peut raconter. Est-ce que mon histoire, elle est on peut y croire ou pas? Si je suis en train de faire un énorme bluff, est-ce que mon histoire, elle fait du sens? Est-ce que le joueur va me croire? Donc voilà, en ayant joué de cette manière-là le coup, est-ce que le joueur va me croire ou non? Bon, là, on est dans un niveau qui est très faible, donc les joueurs ne comprennent pas grand-chose à ce qui se passe. Comme vous pouvez le voir, les joueurs font un peu tout et n'importe quoi. Donc là, le but, c'est vraiment d'essayer juste de bien jouer sa main et de ne pas essayer de raconter trop d'histoires parce que les joueurs ne suivent pas l'histoire. Donc voilà, pour en revenir au coup avec la paire d'As dont je vous parlais, donc si le joueur ne surrelance pas par exemple, bah, vous pouvez, comme Sherlock Holmes, vous dire il y a des mains qu'il ne peut pas avoir. S'il n'a pas surrelancé avant le flop, bah, je sais qu'il n'a pas une paire d'As, je sais qu'il n'a pas une paire de roi, je sais qu'il n'a pas une paire de dames. Ce qui fait que quelque part dans la balance de votre range, de vos ranges respectifs, bah, vous allez avoir un avantage quand le joueur n'a pas surrelancé. Et c'est pour ça que c'est vous qui avez une prime à l'agressivité, c'est pour ça qu'on réalise ce continuation bet. C'est parce que l'adversaire, lui, il y a des mains qu'il ne peut pas avoir, et donc vous avez un avantage. Lui, il va devoir toucher du jeu forcément au flop, il va essayer de trouver une paire, vous l'avez peut-être déjà. Donc c'est pour ça qu'on peut marquer cette agressivité. C'est que c'est un concept très avancé là, que je vous donne, hein, mais on n'y va pas par quatre chemins, on est là pour apprendre et sur les bonnes bases. Alors là, c'est un coup intéressant. Je viens de faire la deuxième paire du flop. J'ai un kicker qui est correct, mais j'ai pas besoin de protéger mon jeu. C'est-à-dire que maintenant, le board ou sur la turn ou la river, il y a peu de chances que si je sois devant, que je perde. Donc en fait, j'ai pas trop de raison de miser. J'ai pas besoin de protéger. La valeur, je vais pouvoir prendre de la valeur plus tard sur un roi. Donc je vais essayer de le laisser toucher et faire parole. En plus, on a vu que c'était un joueur qui disait souvent son jeu en misant. Alors là, il n'a pas fait pot. Je vais payer une fois. Et il fait parole à la dernière. Je vais aussi faire parole. Je pense qu'on va je suis probablement devant, on va partager. Je le vois pas avec un as. Je pense qu'il aurait misé un as. Paire de 4. Bon, lui, sa mise fait pas de sens. Il joue mal le coup. Donc l'idée, en fait, dans ce coup-là, c'est que j'avais la deuxième paire. Mais je vais pas pouvoir miser 3 fois et prendre de la valeur sur un autre roi. Donc là, j'ai pas besoin de protéger. Je fais parole et je miserai à la dernière, probablement. Pour essayer de prendre ou de laisser toucher mon adversaire. Ou de le laisser bluffer aussi. Mais vous voyez, j'avais pas trop de valeur, j'avais pas besoin de bluffer, j'avais du jeu, et j'avais pas besoin de protéger parce qu'il n'y avait pas de tirage, il n'y a pas de cartes plus hautes qui vont tomber, donc j'ai le temps de pas forcément miser directement. Donc là, je réalise pas le continuation bet, c'est un des cas où je vais pas réaliser le continuation bet. Ici, on a vu que ce joueur payait énormément, et là, il est dans une situation de tête à tête où il va payer beaucoup. Donc je vais essayer de le bluffer, je vais prendre l'initiative, je vais relancer encore une fois 4 fois. Parce que bah voilà, j'ai commencé à dégager un profil de jeu. C'est un joueur qui paye beaucoup, donc je ne vais pas le laisser voir le flop gratuitement, je vais essayer de le bluffer de temps en temps. Donc là, il y a eu beaucoup de contenu. Je vous invite à peut-être regarder une fois, 2 fois la vidéo pour vraiment vous inspirer de tout ça et commencer à comprendre les concepts de base. Je récapitule un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui. La relance pré-flop, on relance entre 2 et 3 fois la blinde. La position est un facteur important, le petit dé là est important. Plus on est proche du bouton, plus on va vouloir jouer de main. On verra les qualités de main dans la prochaine vidéo, quelles mains relancer, quelles sont des bonnes mains et des mauvaises mains plus précisément. Et je vais jouer ce dernier coup dans cette vidéo. On a vu donc, plus on est au bouton, plus on relance de main. On a vu au flop le continuation bet. Donc c'est-à-dire, alors là il me laisse des cotes incroyables. Normalement il devrait surlancer à 3 fois, voire 4 fois hors de position. Mais là en fait j'ai 5 centimes à mettre dans un pot qui fera 21 centimes. J'ai besoin de 25% d'équité. Je pense que je vais payer. En fait là il fait une erreur parce qu'il me laisse voir le flop à un coup qui n'est pas assez important. J'ai pas touché mon flop, je vais passer. Donc vous voyez déjà il y a beaucoup d'erreurs de base qui sont faites par ces joueurs que vous pouvez éviter. Donc s'il y a une relance, vous devez surrelancer à 3 fois en position et plutôt 4 fois hors de position. Voilà, donc je récapitule. La relance à 2 à 3 fois la blinde. La sélection des mains qui va être plus importante. Plus on est loin du bouton, plus on jouera de manière serrée. Le continuation bet, la probabilité qu'un adversaire ait touché de 1 chance sur 3 qu'il ait touché une paire au flop, ce qui fait que
plus de la moitié du temps, il n'aura rien. Donc réaliser ce continuation bête de un tiers du pot pour gagner de l'argent à coup sûr. Et puis déjà c'est pas mal ces 3 premiers concepts. Dans la prochaine vidéo, on va bien sélectionner ses mains de départ et on verra peut-être un autre format. À tout de suite.